Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de notre émission sur le sexe n'est pas un jeu d'enfant avec Régis Bruno, qu'on a pu entendre juste avant. Et on accueille également aujourd'hui Maître Virginie de Araujo-Recchia, qui est avocate, hein, qui a également créé une association très intéressante, l'Honest, hein, dont vous allez nous parler tout à l'heure pour nous expliquer un peu Tout à fait. pourquoi et comment, et qui s'est intéressée à cette question de l'abus de la sexualité chez les enfants et qui, vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours justement à ce sujet. Quel type d'affaires vous traitez actuellement sur cette question? Pourquoi? Comment? Enfin, Tout à fait. Bonjour à tous. Je vous remercie, de m'accueillir, sur ce plateau. Oui, je suis donc, avocat au barreau de Paris. Je suis également présidente de l'association, qui s'intitule l'Organisation nationale éthique, santé et transparence. C'est une jeune association qui a été créée avec, enfin, elle est pluridisciplinaire, donc nous avons des pédiatres, psychologues, pour enfants, médecins, juristes. Nous avons, voilà, eu cette idée de créer cette association parce que nous nous sommes rendus compte, notamment, sur des sujets tels que, bon, ce que j'appelle moi maintenant directement les cours de sexualité, puisque comme, docteur Biran, nous le dit, tout le temps, éducation et sexualité, ça ne va pas ensemble. Voilà. Donc, sur ces cours, nous nous sommes rendus compte que nous étions plus efficaces en travaillant ensemble, de cette manière. Nous avons donc, chez les experts, le docteur Bruno aussi, qui travaille avec le docteur Biran. Nous avons, madame Lafargue, qui est psychologue, pour enfants également, puis, aussi toute la partie, des juristes. Alors, nous avons créé, cette, association également pour, développer des comités d'éthique au niveau local et pour pouvoir, rappeler en fait quels sont les principes, du droit naturel, les principes moraux, l'éthique, notamment l'éthique médicale, mais pas seulement, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même, un oubli des principes, et nous avons également, constaté qu'il y avait de plus en plus de textes, illégaux, ce qui peut paraître, étrange, mais ça fait quand même plusieurs années maintenant que nous nous rendons compte que des textes, bafouent, les normes internationales, notamment là, en l'occurrence, celles qui protègent les enfants et la famille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait protéger les plus vulnérables et que c'était une des manières de faire. Il y a d'autres associations, qui agissent également, mais nous, c'est notre, voilà, notre voie. c'est très intéressant, mais il y a déjà des comités d'éthique au niveau national, non? Qui sont donc vous faites double emploi ou vous venez apporter une vision éthique différente de celle qui existe déjà, je crois, dans plusieurs comités. Oui, je pense qu'on a, des choses qui viennent de la tradition quand même, ne serait-ce que, de regarder un peu ce qui est bien, ce qui est mal. C'est de l'observation avant d'agir et de proposer des produits, notamment sur le marché, qui, portent atteinte à l'intégrité, physique, des gens et qui peuvent mener jusqu'à la mort. Donc là, concernant, ces cours de sexualité, on a vraiment une problématique de maltraitance des enfants, d'atteinte à leur intégrité psychique et puis, des idéologies, une propagande qui n'ont pas le lieu d'être dans les établissements scolaires. Donc il faut effectivement que l'on rappelle. Moi, là, je suis ach pour un exemple, je suis allée rechercher dernièrement, le livre Croix gammée et caducée, de François Bayle. Et ça date, de 1950 et c'est sur les tribunaux de 1947 et vous avez, des spécialistes, de l'éthique médicale qui se sont, exprimés, lors voilà, de ces audiences et qui rappellent ce que sont vraiment, les principes d'éthique, que l'on ne sacrifie pas, un certain nombre de personnes pour en sauver, le plus grand nombre.
que l'on ne propose pas des produits qui ne sont pas dont l'efficacité n'est pas avérée, enfin tout un tas de choses. Il y a effectivement également le point sur l'euthanasie. Le docteur Lebrun qui dit que l'homme moderne a un problème, on constate un abaissement de la métaphysique. Et que donc, en fait, c'est très, très suspect et très curieux pour un médecin que de proposer la mort quand il voit que son patient souffre. Voilà, je pense qu'il faut aller rechercher, en fait, vraiment les principes. Plein de gens retournent bien sûr, Hippocrate, mais pas seulement. Voilà, je pense on a beaucoup de choses à aller rechercher et c'est le moment. Et quand vous demandiez si on a des dossiers, quels sont les types de dossiers, notamment en protection de l'enfance, j'ai des dossiers de placement d'enfants. Vous connaissez probablement les problématiques avec l'ASE. Donc là, on se propose aussi avec l'ONEST de créer une sorte de havre, voilà, pour les parents protecteurs, afin de les aider à contester le nombre de rapports mensongers que l'on retrouve dans ces dossiers. Et puis, je suis le conseil du collectif Parents en colère aussi, pour une action pas véritablement collective, mais une action contre les cours de sexualité à mettre en œuvre par chaque parent. Voilà, donc je suis mandatée pour cela, c'est prêt. Et d'ailleurs, j'invite les parents qui le souhaiteraient à se tourner vers le collectif Parents en colère s'ils veulent agir contre ces cours de sexualité devant les juridictions administratives. Voilà. Alors, j'ai une question à ce sujet, parce que j'ai discuté avec une maman, justement, dont les enfants sont scolarisés au collège et au lycée, et qui disait « Ah ben moi, mes parents m'ont jamais rien expliqué sur la sexualité. Je trouve ça très bien que à l'école, ils expliquent que finalement, on n'a pas, ce qu'on reçoit pas comme enseignement de la part de ses parents. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que moi, je ne savais pas trop quoi lui dire. Je dis, hormis le fait que aucune religion n'est allée à ce point s'immiscer dans la vie privée des gens pour expliquer aux enfants de 3 ans ou 4 ans comment et ce qu'était la sexualité. Donc, c'est quand même absolument incroyable que l'État se mêle de ces questions, parce que ça ne le regarde pas. Et il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui ne le regardent pas, mais dont il se mêle. À part cet argument-là, évidemment, j'ai pas tellement su répondre, parce que est-ce qu'il ne doit pas y avoir, et on parlait juste... Quand même. Il y a une question d'âge, Déjà, et puis on parlait de l'éducation. Oui, il y a une question d'âge, et on parlait... C'est pas à 3 ans la puberté. Non, mais c'est indéniable. Il y a un développement biologique. Après, elle parlait... Parce que, Ne pas tenir compte. attention, les cours d'éducation sexuelle, moi, d'après ce qu'elle me disait, c'est tout au long de leur scolarité. C'est-à-dire que au collège, au lycée, ils continuent à en avoir. Hein. Donc, elle ne parlait pas des cours d'éducation à 3 ans, mais en tout cas, elle parlait de son fils et de sa fille qui ont, je crois, 13 et 16 ans, quelque chose comme ça. Donc, quoi répondre avec Régis Bruno, la dernière fois, on a évoqué la question de la nécessité d'éduquer les enfants, mais les adultes aussi d'ailleurs, hein, qui connaissent, qui comprennent et qui maîtrisent leurs pulsions. Hein, donc, on est déjà dans un registre un petit peu différent, mais peut-être vraiment cette fois-ci essentiel. Donc, Régis Bruno, vous voulez... Je peux redire renfoncer un peu le clou. Mm-hmm. Il n'est pas question de dire qu'on ne doit pas... Alors, j'aime pas le terme éducation, et je le remplace très souvent, des aides au développement. On n'a pas besoin d'éduquer la sexualité, elle viendra de toute façon. La preuve, c'est ce que vous a dit cette dame. Donc, de toute façon, il y en aura, sauf cas exceptionnel. Mais bon, voilà. Alors, par contre, des aides au développement, ça veut dire qu'à un certain moment, et
moment et en fonction de l'âge et de chaque enfant, ce qui est tout à fait... qui démontre une méconnaissance des enfants, c'est qu'il y a de grandes différences entre la maturation psychique d'un enfant à un autre, et y compris des cultures à une autre. Et donc, il faut accompagner l'enfant dans son développement, et y compris avant la sexualité, puisque je répète qu'il n'y a pas de sexualité infantile, il n'y a pas encore de sexualité chez l'enfant, comme il n'y a pas encore de marche à la naissance, comme il n'y a pas encore de langage à la naissance, il n'y a pas de sexualité à la naissance, contrairement à ce qui est écrit dans ces directives de l'OMS, etc. Donc tout ça, ça ne repose sur, on en a parlé déjà, sur des faits tout à fait odieux scientifiquement, qui sont les expériences de Kinsey. Donc, d'aider un enfant, et pas seulement pour la sexualité, quand un enfant a une difficulté à mettre en place le langage, on ne dit pas qu'on va l'éduquer au langage, on dit qu'on va l'aider dans son développement. Pour la marche, c'est pareil, sans qu'il y ait même une pathologie avérée, un enfant qui est un peu en difficulté, les parents vont spontanément dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider un peu ?» Ils ont conscience. Donc voilà. Et ça, eh bien, c'est pas du domaine, ça se fait pas dans une classe, quoi, je veux dire. Pour la marche, pour le langage, vous faites pas des cours d'éducation à la marche dans une maternelle, ça paraît un truc... Voilà. Mais ça peut se faire par des professionnels de santé. L'important, c'est que là, en fait, on est dans un domaine de santé, en fait, de développement de santé, traumatisme, tout ça, développement, on est bien dans le domaine de la santé de l'enfant, et que ce n'est pas réellement le domaine de compétence de l'éducation nationale. D'autant plus que leur service de médecine scolaire est plutôt un peu en perte de vitesse en ce moment, en difficulté. Voilà. Donc, j'ai été moi-même amené... Les parents peuvent être en difficulté aussi, enfin, non pas en difficulté, mais à plus ou moins juste titre, ils trouvent que c'est difficile pour eux, que ça peut avoir un caractère un peu incestueux, d'expliquer la sexualité dans le détail, si je peux dire, à des adolescents. Et j'ai moi-même eu, à la demande d'ailleurs des services où je travaillais avec des enfants ayant des difficultés de développement, qui sont des milieux maintenant presque exclusivement ou très féminisés. Il y a un manque de représentation des hommes dans beaucoup de services pour enfants. Et on m'a demandé, c'est même pas moi qui ai proposé, on m'a dit Régis, il faut que tu fasses quelque chose, parce que nous, vous voyez, des jeunes femmes, éducatrices, psychologues, jeunes, exposées à des gamins de 15-17 ans qui ont peut-être des difficultés, mais qui ne sont pas bêtes, et même s'ils ont un retard d'ailleurs, la puberté arrive quand même, que, et je parle du travail que j'ai fait avec des garçons, collège, lycée, où on les amène à aider un développement. C'est des enfants et adolescents qui sont volontaires pour faire ça. Les parents sont au courant, les parents sont d'accord, et non seulement ils sont d'accord, mais moi j'organisais ça, je faisais ça sur un nombre de séances prévues, et la dernière séance était faite avec les parents. Alors ça peut paraître complètement aberrant. Bien sûr qu'on ne révélait pas l'intimité de ce qui s'était dit, etc. Et le groupe était avec une intimité, mais ça montrait aux parents qu'on ne leur cachait rien, qu'on avait abordé des questions qui inquiètent les parents. Voilà, que tout cela avait été abordé. Alors un seul mot aussi pour terminer, puis on va repasser la parole à Virginie. Vous avez parlé d'éthique. Vous avez raison, parce qu'en fait, quand on fait de la santé, il y a des comités d'éthique qui changent d'ailleurs avec les options politiques. Ça peut poser quelques questions. Mais surtout, un des arguments de cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est de la prévention. La prévention, on est bien dans le domaine de la santé. Normalement, quand on fait une étude, avant de mettre en place, c'est ce que dit Virginie, avant de mettre en place un traitement à tout le monde, on fait des études avant. On étudie la méthodologie et on demande son avis à un comité d'éthique. C'est obligatoire. Et là, rien de tout ça. Je n'ai pas entendu parler de comité d'éthique ou de notion d'éthique. Ça, c'est une idée, donc elle est valable pour tout le monde et on l'applique. Parce que ça, c'est le mythe du progrès. C'est le mythe du progrès. Comme c'est nouveau, c'est forcément bien. Et on a tenu le même raisonnement avec le marxisme. Bon, est-ce qu'il n'y a jamais eu une étude sur l'avenir du communisme ?
jamais. En 1917, on s'est lancé là-dedans. Ça a été un désastre absolu. Et quand c'est un désastre absolu pour ces gens-là, comme s'ils sont sectaires, ils vont encore plus loin jusqu'à tuer des millions de gens. Ouais. Et on est totalement en dehors de la science, parce que le marxisme n'a rien de scientifique. Et donc, ce c'est serait un la postulat suite idéologique. Mais là, il faut dire qu'on est quand même dans un domaine de santé. Et actuellement, dans la législation française, si vous voulez mettre en place un nouveau traitement, et la prévention, c'est de la thérapeutique, c'est de la thérapeutique préventive, eh bien, il faut un certain nombre d'études, d'études, et avec l'aval d'un comité d'éthique et l'aval d'un comité de méthodologie. Ça, c'est moins connu, mais le comité d'éthique peut se poser des questions sur l'éthique, mais automatiquement, il doit se poser aussi des questions sur la méthodologie qui est appliquée. Parce que si vous utilisez une mauvaise méthodologie, l'éthique, elle est déjà foutue. Ou alors une pandémie. Parce que comme ça, vous n'avez plus besoin de ni comité d'éthique, c'est qu'il y a une analogie d'études, entre ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. C'est pas écrit qu'on n'a pas besoin de comité d'éthique. Et ce qui se passe avec ça. C'est la même chose. Les vaccins ARN messagers, ils n'étaient pas au point, ils n'étaient pas terminés. Et on a bafoué toutes les règles du droit international, le protocole de Nuremberg, tout. On a imposé aux gens, sous le chantage de l'interdiction de se déplacer, des vaccinations hasardeuses, qui étaient d'une efficacité très discutable. C'est exactement le même syndrome. Et ça rappelle des pulsions idéologiques. C'est très curieux. Parce que c'est vrai que la science, d'ailleurs, c'est ça qu'ont dénoncé Péronne et aussi Raoult. Raoult, nous l'avons reçu ici, d'ailleurs, dans cette radio. La violation de toutes les règles légales et tout ce qui était légitime. On a piétiné tout l'état de droit d'un coup. C'est très curieux. Complètement ça. Sachant-là qu'on ne parle pas de vaccin, on parle de thérapie génique. Oui. Ça a servi, ça a été très pratique de classifier en vaccin, parce que comme ça, on a pu leur offrir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, alors que si ça avait été qualifié correctement de thérapie génique, il aurait fallu beaucoup plus de précautions. Voilà, donc en fait, l'éthique doit être remise au centre. Absolument, et de la bonne manière, parce que pour ces cours, s'il y avait vraiment eu des travaux d'un comité, on n'en serait pas là. Parce que quand on regarde la loi Aubry de 2001 qui a rendu ces cours obligatoires, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul spécialiste du développement de l'enfant qui a été entendu. Qui assure ces cours ? Alors, en grande majorité, le planning familial. Oui, mais alors qui envoie qui envoie-t-il ? C'est souvent des activistes, en fait, des idéologies. Oui, complètement. Donc, c'est très politique. C'est une violation totale du principe de neutralité du service public. L'école, c'est sacré, et ça ne doit pas, il ne doit pas y avoir comme ça de querelles d'hommes. Je crois que peut-être Jules Ferry le disait, que c'est sacré, qu'un enfant est sacré, qu'on ne doit pas venir l'idéologiser en cours. Il n'y a pas d'endoctrinement possible au sein des écoles. Et là, on a quand même... l'État s'en défend, mais on a tout de même... Moi, j'ai un exemple... un document quand même très, très intéressant de la DGESCO qui s'occupe des programmes scolaires, qui demandait en 2023, avait envoyé un questionnaire aux enseignants du CEP au CM2 pour leur demander quel type de cours faisaient-ils pour apprendre à ces enfants du CP au CM2 le désir, le plaisir, le genre. Je suis désolée, il y a eu énormément d'alertes de la part de collectifs et d'associations concernant les dérives liées à ces cours. Et jamais le gouvernement, jamais le ministère de l'Éducation n'a réagi pour dire attention, ça n'est pas, ça n'est pas quelque chose que l'on souhaite. Non, c'est validé. C'est validé. Aujourd'hui, on est en train de nous dire non, c'est les VARS, c'est la vie affective, c'est pas du tout ça. Mais si, c'est complètement ça. Mais vous avez parfois enregistré ce qui était dit dans ces séances ? Vous avez écrit un livre, un livre qui est très intéressant, qu'on peut présenter aux auditeurs. Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, on s'est rendu compte. Alors moi, je remercie encore Dr Bruno et tous ces psychologues qui sont vraiment indépendants et qui, du coup, alertent pour la protection. C'est
mon exemplaire de travail. Et parce qu'en fait, nous, juristes, nous avons le bon sens, voilà, et les principes moraux, voilà, mais nous n'avons pas forcément tous les détails qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que c'est nocif, pourquoi est-ce que ça porte atteinte à l'intégrité psychique des enfants. Et quand on se rend compte, on va chercher pourquoi c'est court, et on découvre derrière eh bien, l'Organisation mondiale de la santé et les propagandistes, et notamment Planning familial. Je suis désolée, enfin, il faut quand même regarder l'historique de cette association qui, je crois, intervient à plus de 60% sur tout le territoire français, dans les écoles. Eh bien, c'est vraiment effrayant, puisque sa créatrice, c'est quand même quelqu'un qui était eugéniste, raciste. Pour le contrôle des naissances, C'était avant la guerre, ça? Oui, c'était 1921. Bon, voilà, je me rappelle plus exactement Parce de que son moi, nom, quand j'ai là. été lycéen, nous a jamais parlé de ça. Il y Ah bah avait si, quelques... moi, Ah on bah, parlait que de oui, ça, ah, le planning ah familial, non, où ils donnaient mais la quand j'étais pilule, ils permettaient les mais quand j'étais avortements, ils expliquaient qu'il fallait... C'est-à-dire que Mais en c'était avant fait, la loi tout 75. découle de ça. C'est le Oui. contrôle des naissances, en fait. Tout ça pour Ouais. ça, parce que Oui. on va pas me dire la transition de genre, Ça a rien ça à voir. permet de ne pas faire d'enfants, Ouais. Évidemment. tout simplement. Et puis, bon, enfin, là, on est encore sur les expériences médicales, en fait. Pour moi, c'est du charlatanisme. Il faudrait que les médecins fassent très, très attention, parce qu'il y a des revers très importants en Angleterre, aux États-Unis, tout ça. En C'est fait, c'est de la épouvantable. mutilation, hein. C'est Il ça. faut voir Oui. certaines études scientifiques qui présentent parce qu'on a Laurence Kaiser qui est docteur, médecin gynécologue, qui fait partie de l'association, et elle nous explique les traitements là que l'on donne pour les transitions de genre, comme si c'était des bonbons. Ben, je suis désolée, ça a des effets indésirables, irréversibles. Bah oui, évidemment. Irréversibles, avec des cancers, des choses Et effroyables. des que l'on- dépressions, Voilà, j'imagine. Et voilà. Puis des traitements à vie, Et des traitements hormonaux, à vie dont on ne connaît pas extrêmement les lourds. conséquences, Voilà. effectivement. Et quand on arrive sur la chirurgie, il faut vraiment aller voir, en fait, les images Ouais, de ce que c'est c'est. atroce. Ce que Atroce. c'est. Et pour que ça ne fonctionne pas, En plus, avec des effets indésirables très importants. Et puis, donc, on a cette OMS qui, depuis les années 70, nous a quand même sorti des rapports pour nous dire que oui, c'est ce qui est très important, il faut mettre en avant le désir, le plaisir. Et bien là, avec ces traitements et ces chirurgies, on n'y est pas non, ça au donne pas du tout désir et au l'idée. plaisir. Mm. C'est vraiment de la boucherie, excusez-moi, si on n'a pas Oui, d'autre c'est ce que terme. disait une amie médecin qui On n'a avait pas eu, d'autre terme, ouais. avec des effets secondaires extrêmement graves. Mm. Et moi, j'ai vu des témoignages, j'en ai cité dans mon livre. Combien de jeunes aujourd'hui viennent dire « Moi, je ne savais pas. J'aurais voulu que les adultes m'alertent et me disent. » Parce que tout est histoire de consentement. Vous parliez tout à l'heure de la thérapie génique là, contre le virus SARS-CoV-2. On en est au même point concernant ces transitions de genre. C'est une question de consentement. Ouais, Libre et éclairé. Éclairé, ça veut dire que l'on sait à quoi s'attendre. On a aujourd'hui des jeunes femmes qui disent « Moi, maintenant, je veux avoir des enfants. Je n'ai plus de poitrine pour les allaiter. » Alors aujourd'hui, certaines personnes diraient « Tant pis. » Non, enfin, je suis désolée quand ce sont des... En fait, quand même, le droit international nous dit que l'enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, il faut se rappeler de cela. C'est que jusqu'à 18 ans, et même, Dr Bruno peut dire que même le développement complet, je crois que c'est plus de 21 ans. 25 ans. 25 ans. On compte à peu près. Parce que le cerveau n'est pas complètement fini avant, c'est ça. Voilà. Et puis, je répète, ça dépend des individus. Oui. Je veux dire, on n'est pas tout d'un coup, crac, Voilà, certificat, oui, permis de conduire, 25 ans. Oui. Non, À Rome, la majorité était à 25 Margaret ans. Sanger. Margaret Sanger. Je peux regarder, mais Si c'est je peux Margaret faire- Sanger Oui, à l'origine de la Fédération du planning familial.
Vous pourrez Et c'était une voir Anglaise? une Une Américaine Américaine, qui disait déjà que bon, les Américains, s'ils voulaient avoir des enfants, il fallait qu'ils demandent l'autorisation à l'État parce que ça fait des bandits. Donc, non. et elle a, bon, enfin, c'est Ku Klux Klan, c'est le Ah bon, Ku nazisme, Klux c'est. Klan? Ah oui, 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 si on va rechercher, je l'ai mis dans mon livre, Oui. et le docteur Biran et docteur Bruno le disent également. Ce sont vraiment des associations et des fédérations ben, vraiment avec une logique de contrôle, oui, Totalitaire. complètement totalitaire. Malthusianisme. Et c'est Oui. une culture de mort, en fait. Oui, c'est ça. C'est Culture de Magnifique. à la mort. différence de la culture de vie qui est finalement la culture de la civilisation judéo-chrétienne. Hein. Parce que dès lors qu'on sort de cette civilisation, on se retrouve dans tout, hein, ce que dit aussi Jean-Louis Harwell, quelque part avec les hérésies, ou l'athéisme, on se On retrouve se dans retrouve une dans culture un espèce d'absolutisme de mort. matérialiste Voilà. qui considère que l'homme est un animal comme un autre, qu'on peut tuer. En fait, on applique à l'homme les règles qu'on applique à des troupeaux d'animaux. C'est C'est ça. dramatique. L'être humain Et- sans principe actif. C'est ça, ça devient, il y a la spécificité de l'être humain, il n'y est. Et c'est ce qu'on a D'ailleurs, vu avec le nazisme ou le communisme oui, oui. ou toutes ces D'ailleurs, idéologies vous totalitaires. Hein. remarquerez que les gens qui pratiquent qui incitent à cette éducation sexuelle, généralement mettent l'homme et l'animal sur le même plan. Et Complètement. d'ailleurs, ils sont liés à des mouvements animalistes. D'ailleurs, je vois qu'il y a certaines fois, les animaux sont mieux traités que les hommes, parce que, par exemple, je vois qu'on s'insurge contre l'euthanasie des chiens et des chats, alors qu'en même temps, on veut autoriser l'euthanasie des hommes. On s'insurge contre la vivisection. Mais ce que vous avez tout à l'heure dit sur les opérations de changement de genre, c'est proche de la vivisection. C'est C'est ça. des expérimentations abusives qui font souffrir horriblement et sans aucune visée thérapeutique. Mais quand vous, C'est effreux. C'est quand, comme la visée. C'est comme faire un chien à 2 têtes ou un chat sans queue, je sais pas. quand vous lisez ce livre Croix gammée contre Caducée, vous avez ce type d'expérience Oui. médicale. Et aujourd'hui, on ne s'inquiète pas de voir cela. Alors, Vous savez, si vous remettez dans le contexte, on y est. Vous avez tout à fait On est raison. vraiment Alors, dans ces dans la ces dernière choses, hein. émission que nous avions faite sur la papauté, il y a eu une controverse parce que j'ai dit le système, l'idéologie nationale socialiste, contrairement au communisme qui n'intéresse plus grand monde, sauf peut-être un peu à Cuba ou en Corée du Nord, parce que ça reste marginal, est toujours active. Et j'ai donné un des exemples, c'est des États athées, matérialistes, comme la Chine populaire, qui sont nationalistes et socialistes. Alors on m'objecte, oui, mais ils ne sont pas antisémites. Mais je disais que le national-socialisme n'a pas besoin forcément d'antisémitisme. C'est une particularité du national-socialisme allemand, liée d'ailleurs à la guerre de 14, au traité de Versailles, à la présence d'une communauté juive très importante. Mais le fascisme italien est un État totalitaire, puisque Mussolini dit que c'est lui qui est inventeur de l'État total. Donc le mot totalitarisme vient du fascisme italien, c'est pas antisémite ça. Sauf à la fin avec la République de Salo, bon, là on est devenu antisémite parce qu'il fallait être bien vu des Allemands qui les défendaient. Mais le principe national-socialiste, l'idée qu'on va scientifiquement organiser la société sur des bases purement matérielles, c'est un principe qui est tout à fait d'actualité. C'est pour ça que quand Poutine parle des ukro-nazis, alors peut-être qu'il exagère aussi, mais il dénonce quelque chose qui existe réellement. Et pas dans beaucoup de pays du monde. Donc, il ne faut pas dire, ah oui, mais tout ça, ça appartient au passé, c'est fini. Non, c'est très actuel. Oui, puis là, on peut Oui. parler de collectivisme aussi, Bah de oui, bien totalitarisme, sûr, puisque bien en fait, sûr. on se retrouve avec des cours, puisque en fait, on le rappelle quand même avec le docteur Bruno, c'est que c'est un comble. C'est l'éducation nationale qui veut rendre obligatoire, qui rend obligatoire des cours de sexualité qui rendent les enfants inéducables. C'est fou. Alors ça, c'est Et intéressant. ça, Oui, c'était non, mais- très intéressant. Mm. Ça, c'est voilà, voilà. C'est ce que disait le docteur Bruno. Et Freud le disait aussi. Bon, il est décrié par certains. Ok, mais sur ce point, il dit Saint Thomas d'Aquin le disait également au XIIIe siècle. Mm. Pour que l'on a pour apprendre en fait, pour vraiment,
on ne doit pas déclencher les pulsions chez l'enfant. Et donc là, on suit les standards de l'OMS. Et je souhaiterais le rappeler ici, les standards de l'OMS, la matrice de l'OMS sur la sexualité pour les enfants. Ce n'est pas du droit contraignant. Parce que je l'ai entendu à de multiples reprises, que ce soit la Déclaration internationale sur les droits sexuels du planning familial ou que ce soit ces standards de l'OMS pour l'éducation à la sexualité, ce n'est pas du droit contraignant. On ne peut pas venir opposer cela aux parents, voilà, aux familles. Non. Les textes internationaux viennent protéger l'enfant comme, contrairement à ce qu'on vient dire aujourd'hui, et même on l'a vu, on l'a entendu au CESE quand même venir dire que en fait les enfants étaient brimés par leur famille, par les adultes, et qu'en fait finalement ce sont des petits adultes et qu'ils devraient avoir les mêmes droits. Donc c'est pour ça qu'après dans les livres blancs du planning familial, on se retrouve avec il faut enseigner aux enfants dans les cours d'éducation à la sexualité qu'il ne faut pas faire de différence suivant l'âge. À quoi est-ce que l'on arrive à la pédophilie légalisée, tout simplement, puisque voilà, donc on a tous ces lobbies pro-inceste, pro-pédophilie. Et donc, en fait, on se dit, mais comment se fait-il que on propose au sein même des établissements scolaires qui doivent rester neutres en matière de politique, de religion, d'idéologie, comment se fait-il que l'on vienne apporter comme ça des connaissances, comme ils les appellent, psychosociales, voilà, et pour en fait faire en sorte que l'enfant ne puisse plus rien apprendre au final. Parce que c'est bien ça qui se passe. Ça le perturbe trop. Ça le perturbe. Ça le perturbe, voilà. Et en fait, juste pour terminer, parce qu'en fait, on nous dit, pour que l'État, finalement collectiviste, parce que c'est en cours, c'est devant tout le monde qu'on doit parler de toutes ces choses, et un adulte, finalement, extérieur à la famille, vis-à-vis de plusieurs enfants qui ont chacun leur histoire. Donc, c'est quand même la tache d'huile, quand il y en a un qui a été transgressé dans son histoire personnelle, eh bien, il va effracter tous les enfants dans la classe parce que, eh bien, tout le monde va être au courant de ce qu'il va dire. Et ça, c'est merveilleux. Donc, voilà, on a une problématique qui est que on a l'État qui rentre dans l'intimité de l'enfant et de la famille. Parce que la sexualité, c'est du registre de la vie privée et pas de la santé en principe. Mais l'OMS, depuis les années 70, veut faire passer ses cours d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires en disant que c'est sous couvert de santé, il faut que les enfants sachent protéger leur santé à tout prix. Et en fait, c'est une intervention de l'État dans la sphère privée. Alors, les enfants... Et ça n'est pas bon, parce qu'en fait, c'est juste que ça ne peut pas être de la santé, puisque ça les maltraite, en fait. Oui, et surtout parce que on ne peut pas... ce n'est pas de la prévention, puisque c'est obligatoire. Et à l'encontre des parents. Je veux dire, moi, je ne connais pas de prévention qui puisse se faire pour un enfant sans que les parents soient partie prenante. Pour n'importe quel traitement d'un enfant, il faut que les parents, on fait de l'éducation thérapeutique avec les parents, on peut aider les parents. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que y a certains adolescents qui vont être en difficulté, mais là, ça va se traiter à l'intime, je veux dire. Oui, c'est l'intime. Voilà. Oui. Et l'intime des familles, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, est-ce que vous avez des exemples des contenus de ces cours ? Il y en a combien d'heures par semaine de ces cours ? Alors, c'est 3 fois 2 heures dans l'année, mais à tout... Alors, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas 3 heures par semaine. Minimum et dans toutes les disciplines. Et il faut savoir que les gens, de ce qu'on connaît de leur formation, ils n'ont pas de formation de base, en fait. C'est tout ce chaque fois que vous voyez sexologue, c'est quelqu'un qui n'a aucune formation de base. Il n'a pas fait ni de psycho, ni de médecine, rien du tout. Il a juste fait une formation à la sexologie, ce qui paraît assez surprenant quand même. Je vais vous donner quelque chose qui est très drôle au niveau de la prévention. En ce moment, on nous dit qu'on lutte contre le harcèlement. Voilà, donc on lutte contre le harcèlement, c'est une bonne chose. Et alors, en même temps, on va faire dans les collèges, je pense à les collèges, parce que le harcèlement, c'est vraiment un problème de collège.
Oui. on va faire des cours d'éducation sexuelle ils sont participatifs. C'est-à-dire que les collégiens doivent intervenir, C'est doivent comme dire... des travaux pratiques. Alors. Oui, alors c'est presque des travaux pratiques, puisqu'on a eu le fait, par exemple, qu'une gamine de 14 ans ait été obligée, témoignage d'un parent, une gamine de 14 ans a été obligée d'enfiler un préservatif sur un phallus en plastique devant toute la classe. Et elle ne voulait pas, elle était en pleurs. Ça la gênait. Ah bah, c'est plus que ça. C'est odieux. Oui. Ouais, c'est odieux, en fait, pour une gamine de 14 ans faire ça en public. Alors, vous imaginez après que ça va prévenir le harcèlement, ça? Bah oui, non, c'est l'inverse. Ça fait l'inverse. C'est l'inverse, voilà, c'est exactement Mais ça. vous remarquez quelque chose, pardonnez-moi, cher docteur, mais j'ai observé dans notre civilisation décadente un refus de rattacher les effets aux causes. Ah bah, les conséquences. Par exemple, il y a quelque chose, on voit une affiche de la mairie de Paris présentant une jeune femme très très court vêtue, elle marque « Ma jupe n'est pas une invitation ». Mais on a envie de dire, mais alors là, pourquoi porter une jupe aussi courte? Oui, c'est ça. C'est exactement comme si vous mettez une liasse de billets de 200 € sur un comptoir dans un café, et vous partez, et vous vous étonnez si quelqu'un a pris la liasse de 200 €. Bah, vous excitez la tentation. Voilà. C'est humain, c'est normal. C'est un déni. C'est un déni de réalité. Du rôle de la testostérone chez les hommes. Oui, c'est ce que vous disiez, des pulsions en fait. Il y a un déni du fait que l'homme ait des pulsions. Alors, et que... Oui. On va reprendre... Virginie a bien précisé que maintenant, ça ne s'appelait plus éducation à la sexualité, mais c'est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, c'est très bien parce que ça montre, dans vie affective et relationnelle, il y a affective, c'est l'emballage du bonbon, relationnel, c'est la coque du bonbon, et puis la sexualité en public dans les classes, etc., c'est le poison du bonbon. Oui, c'est ça, oui. Là, je vois que vous avez des bandes dessinées. Oui, en fait, j'ai apporté quelques manuels scolaires. Des PEC. Vous pouvez voir, en fait, ce qui a été proposé. Ça, c'est un livre dans une bibliothèque où on explique aux enfants comment les parents font pour avoir des bébés et de manière très explicite. Et puis derrière, vous allez avoir des exemples de témoignages d'enfants qui beaucoup sont vraiment traumatisés par ce qu'ils ont pu entendre et ce qu'ils ont pu voir à l'école. Alors, le docteur Bruno le disait, et c'est parfaitement vrai, je l'ai encore vu au Sénat le 9 février 2024, on nous disait bien qu'il n'y avait pas de formation pour ces intervenants extérieurs. Donc, on a vraiment une violation. Et pas de casier judiciaire. Voilà, on a une violation du principe de neutralité du service public qui est avérée. Et il faut vraiment savoir que la loi Aubry de 2001, lors des débats, parce qu'il faut là regarder l'intention du parlementaire, les parlementaires disaient très clairement, bon, ils attaquaient déjà les parents, bien sûr, mais ils disaient que ce n'était pas l'affaire des enseignants. C'est très clair, dans la loi, il n'est pas indiqué que les enseignants doivent réaliser ces cours. Et il disait qu'il y avait c'était plutôt aux médecins, aux infirmières. Et bien sûr, il y avait les plannings familiales qui étaient déjà convoqués aux auditions. Voilà. Mais il était bien clair que ce n'était pas le rôle des enseignants. Et aujourd'hui, on demande aux enseignants qui, pour beaucoup, sont très embêtés avec ces cours, de venir enseigner quelque chose pour lequel ils sentent qu'il y a un problème moral, en fait, et que ça n'est pas leur rôle. Et beaucoup ne souhaitent pas, en fait, dispenser ces cours. Donc, c'est très important, en fait, parce que là, on a un détournement de pouvoir. Oui. Juridiquement, c'est un détournement de pouvoir. Parce que quand on a là le questionnaire de la DGESCO, qui vient nous dire, voilà, indiquer le nombre d'élèves ayant bénéficié et appelés à bénéficier d'ici la fin de l'année de 2 ou 3 séances dédiées, plus d'éducation à la sexualité au cours de l'année scolaire. Là, c'est 2022-2023. Donc, on a maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et donc, quelle modalité? Cours magistral, débat, théâtre, jeu de rôle, classe entière, groupe, autres modalités. Sur quel terme portent ces actions? On a respect, bien sûr, connaître son corps, consentement, désir et plaisir, IST, orientation sexuelle,
lutte contre les violences sexuelles, lutte contre la prostitution, numérique et réseaux sociaux, etc. Alors, que vient faire désir et plaisir, orientation sexuelle, consentement pour des enfants maternels, CP au CM2 ? C'est la DGESCO, c'est un document officiel. On ne peut pas venir nous dire que l'intention est tout autre et qu'en réalité, c'est pour le bien de nos enfants dans les écoles. Non. Surtout qu'il y a, alors là, on n'en a pas parlé du tout, mais il y a aussi un vrai problème, c'est ce que disent souvent les prêtres ou les rabbins, qui sont assez ouverts. Ils disent aujourd'hui, les jeunes, ils apprennent la sexualité, outre avec les cours de sexualité dont on vient de parler, avec la pornographie. Oui, Mais il n'y a pas d'alternative. Et quelque part, on a l'impression que tout est fait pour séparer complètement l'amour, quand même, qui est justement cette dimension, à mon avis, essentielle pour que la sexualité, à terme, se passe bien, de l'acte sexuel. Donc ça, est-ce qu'il en est question ? Est-ce que ça intrigue, intéresse nos politiques aussi dans les mesures qui sont prises ou pas du tout ? On a eu une parlementaire européenne, Madame Trochu, qui a écrit un courrier à la ministre de l'Éducation actuelle, pour lui dire qu'elle aimerait quand même que l'on se préoccupe du niveau des élèves véritablement en matière de français, d'histoire, géographie, de mathématiques, parce que c'est une chute libre, la France est en chute libre dans les... Voilà, et qu'au lieu d'enseigner ce type de choses. Et ça va de quel âge à quel âge, alors, tout ça ? Ça va jusqu'à la terminale ? C'est ça. Et oui, parce que ça a été institué à l'époque par Martine Aubry, parce que ça s'est développé progressivement. Oui, alors, on a un petit peu de chance par rapport aux pays scandinaves. La France est quand même plus réfractaire, donc beaucoup plus de difficultés à les mettre en place. Mais tout de même, là, on a quand même un gouvernement, un régime qui est vraiment très, très axé sur ça, sur ces enseignements. Oui. Voilà, après, on se fera l'idée. Et en quelle année, vraiment, ils ont commencé à imposer ces cours dans les... Oui. C'est les années 70. Ah oui, c'est les années 70. 90, j'aurais tendance à dire. 70, 68 dans les pays scandinaves. Les enseignants ont été très prudents, si je peux dire, pendant très longtemps. Et c'est justement parce que les enseignants ont été très prudents et qui sentaient bien la plupart et la grande majorité des enseignants trouvaient que ce n'était pas leur job, ça, finalement. Voilà. Donc, ça vient avec la... Et c'est depuis... 4-5 ans qu'il y a eu vraiment une pression. Une accélération. Après le Covid. Ou avant même déjà. Je dis ça, moi, je vois les choses par l'autre bout, moi, en tant que parce que notre fils, qui a aujourd'hui 22 ans, il a eu ça déjà. Des coups de boutoir, là. C'était au lycée, c'était très léger. Non, à la petite école déjà. Et c'était très parcellaire. Il y a des endroits où ça se faisait, puis il y a beaucoup d'endroits où on n'en faisait pas du tout. Enfin, si, le prof de sciences naturelles faisait encore bien sûr, de la physiologie, de la biologie. C'est pas nul, ça. C'est tout ça intéressant. C'était intéressant, etc. C'est le côté... Alors, il faut être clair quand même qu'il y a une hypersexualisation qui va de plus en plus vite, plus loin dans notre société, et que les enfants, on leur projette ça dans la figure avec des images. Et les enfants sont très sensibles aux images. J'ai le témoignage, moi, d'un de mes anciens patrons de pédiatrie, qui me disait que lui, il avait, au moment où on a libéré les camps de concentration, etc., il avait 10-12 ans, et on a montré aux élèves, pour ce que c'était, des charniers. On leur a montré, lui, il a une image très précise d'un camion avec plein de cornues, les uns sur les autres comme ça. Qu'on déversait dans les fosses. Ça l'a marqué à vie. Voilà, donc et si on veut parler d'ailleurs des histoires de changement de genre, il faut bien comprendre que tout ce qu'on peut changer quand on fait les changements de genre, c'est l'image. Rien d'autre. En fait, on ne change rien d'autre. Voilà, l'apparence. L'apparence. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de croisée en ce moment, et je le dis parce que je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais j'en ai parlé avec mes amis qui continuent, il y en a qui continuent à faire de la pédiatrie, etc. On voit moins de troubles du comportement alimentaire de type anorexie mentale, type de restriction alimentaire, etc. Et par contre, on voit, il y a comme un croisement, toute cette préoccupation. Et
qui est de l'image, de l'image du corps, et que c'est ça. Et on ne dit pas aux enfants qu'il n'y a pas que l'image qui ne va pas changer. Il y a tout Parce le qu'on reste, vit dans un monde... tout le reste Oui. va être complètement, en fait, asexué. Et c'est ce que dit Virginie. C'est-à-dire que, du coup, il y a ce qu'on retrouvait aussi dans l'anorexie mentale, cette espèce de mise à distance de la sexualité, de l'image féminine, etc. Et il faut comprendre que là aussi, comme l'anorexie mentale d'ailleurs, il y a des moments de développement de l'enfant. Il y a des moments comme ça. C'est pas pathologique en soi-même d'avoir envie de jouer à la dinette quand on est un petit garçon, d'avoir envie de jouer au foot et tout ça quand on est une fille, d'avoir l'arête musclée. C'est des moments de formation de la personnalité, des processus d'identification. Et je dis bien, je ne nie pas la souffrance des enfants et des adolescents. Je crois qu'on ne peut pas dire ces enfants, c'est du pipeau, c'est juste du cinéma, etc. Oui, non, pas du tout. Non, mais je le dis bien parce qu'on ne nous reproche pas ça. On dit simplement que la réponse chirurgicale et hormonologique est tout à fait inappropriée. Et que, pour être clair aussi, il y avait là-dedans des intérêts financiers et que les intérêts financiers sont en train de se retourner. Puisque, comme le dit Virginie, il y a des gens qui sont devenus adultes et qui maintenant se retournent sur les gens, ceux qui ont procédé, les médecins et les institutions qui ont procédé à ces choses-là. C'est valable à on va dire des noms, la Tavistock Clinic de Londres, qui est en train de fermer, si mes informations sont exactes. C'est la même chose à Karolinska Institute en Suède, à Stockholm, qui était à la pointe dans ces trucs-là. Des informations qu'on a, c'est machine arrière toute, parce qu'en ce moment, c'est eux qui doivent débourser maintenant. Ah, d'accord. Dommages et intérêts. Donc, il y a des... Voilà. Ce que je sais, c'est qu'on et avait... pour finir avec la Suède, parce que je veux bien être clair, un des plus grands pédopsychiatres internationaux, qui était un Suédois, qui est le professeur Christopher Gillberg, qui a été président de la Société internationale de psychiatrie de l'enfant, c'est pas exactement le mot, mais voilà, a dit très clairement que la théorie du genre et les changements de genre, les transitions de genre, c'était le plus gros scandale sanitaire de notre époque. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs plus ou moins dans l'émission sur la pédosexualité. Oui. On avait expliqué que plus tard, ce sera exactement comme la promotion de la pédophilie qui était faite là en 68 avec Cohn-Bendit, etc. Dans les années qui ont suivi. Oui. On va juste s'arrêter 30 secondes pour un bobino, et on reprend tout de suite après. Mais je vais vous dire... Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, vous avez raison, Régis Bruno. Vous me disiez justement qu'il valait mieux utiliser le terme pédosexualité plutôt que de pédophilie. Sauf qu'il est entré dans les mœurs. Oui, il est entré dans les mœurs. Mais un mot est marqué, ça devient difficile de le changer. Bien sûr, mais il faut que les gens sachent ce que ça veut dire. Oui, parce que pédophilie, qui veut dire qu'il aime les enfants. Oui, philanthrope, pédophilie, etc. Oui, c'est ça, mais donc, on est vraiment, c'est l'évolution, la suite de cette soi-disant révolution sexuelle de mai 68, où la sexualité est complètement déconnectée de l'affect. Ouais, c'est ça, d'ailleurs, j'ai été très étonné de lire dans un journal qui était un journal genre l'Express ou le Nouvel Observateur, un article publié par une journaliste qui se voulait psychologue. Ça s'intitulait « Ces étranges personnes qui n'associent sexualité et sentiment ». Et elle expliquait que lorsque on liait la sexualité au sentiment, c'était presque une pathologie, qu'il faudrait peut-être un suivi médical. Ces gens-là se coupaient de la réalité, qu'ils limitaient leurs relations sexuelles, évidemment, puisqu'ils attendaient d'être amoureux pour coucher avec quelqu'un, et que c'était très embêtant, que c'était presque un enjeu de santé publique. Il faudrait peut-être lutter contre ça, la pédagogie, montrer que ça n'a aucun rapport. C'est des choses qui doivent être totalement dissociées. C'était épouvantable. Ouais. Alors, épouvantable. À l'origine de ça, il faut remonter avant 68. Voilà. Il faut remonter au moins plus de 20 ans avant, pendant la Seconde Guerre mondiale, où ça a été le cheval de bataille donc, de quelqu'un qui s'appelle Kinsey, le professeur Alfred Kinsey. Il était professeur d'entomologie, c'est-à-dire les insectes, à l'université de l'Indiana. La sexualité des insectes. Et c'est exactement ce qu'il a
c'était son cheval de bataille. Ça a été repris par son université, par la Fondation Rockefeller. Et il défendait cette idée et c'est pour ça qu'on a appelé avec Ariane la sexualité n'est pas jeu d'enfant. La sexualité pourrait être comme vous jouez à la marelle, une activité neutre, une activité neutre, totalement émotionnellement. Comme jouer aux échecs ou au bridge. Oui, ou à la marelle pour les petits. C'est ça. D'ailleurs, c'est comme ça que parfois ils parlent des cours de sexualité dans les petites écoles. Comme l'haltérophilie. La sexualité est un jeu d'enfant. Il y a des cours qui s'intitulent comme ça. Et donc, ce monsieur Kinsey est parti de cette idée, et c'est vraiment de l'idéologie, et il a voulu montrer de façon, alors je mets en 42 000 guillemets, scientifique, en faisant masturber, il faut que les gens sachent d'où ça vient, ça, quand même, en faisant masturber de jeunes garçons, y compris des nourrissons de quelques mois, pendant des heures, voire des jours, et en notant sur des cahiers, tout ça est documenté, en notant sur les cahiers le nombre de soi-disant orgasmes. En fait, c'était des ictus neurologiques. Certains, ça ressemble beaucoup à des convulsions du nourrisson, qu'ils appelaient orgasmes. Et combien un enfant pouvait avoir d'orgasmes. C'est ça, c'est parti de ça. C'est parti de ces études qui ont été après diffusées, et pour montrer qu'il y avait de la sexualité à tous les âges, etc., ce qui est une aberration totale, alors surtout sur le plan scientifique. Et il faut citer le nom quand même d'une psychologue américaine qui s'est battue, une femme extrêmement courageuse là-dessus, parce qu'il y avait là aussi la pédocriminalité, ça mobilise de l'argent, beaucoup d'argent. C'est Judith Reisman, qui est décédée il y a 2 ans, je crois, et qui a... Pardon ? Une juriste psychologue. Oui, une juriste psychologue qui vraiment s'est battue toute sa vie pour faire connaître la réalité de cette soi-disant argumentation scientifique de la sexualité de l'enfant. Moi, j'ai une question à vous poser aussi, justement, parce que, en fait, les violences sexuelles sont des actes, des crimes ou des délits qui provoquent je pense que c'est en tout cas ceux qui provoquent le plus de problèmes après au niveau de la santé mentale. Oui, bien sûr. C'est une cause importante. Ce n'est pas la seule, mais c'est une cause importante, oui, de perturbation de la santé mentale. Alors, je peux vous donner un exemple. Alors, vous parliez de quel est le contenu de ces cours. Alors, par exemple, dans les matrices là, de l'OMS, entre 0 et 4 ans, parce que ça commence dès la naissance, il y a découverte de son propre corps par l'enfant, ce qui est faux. Si vous avez été maman, vous savez que l'enfant, le bébé, il découvre son corps avec sa maman. Il ne découvre pas son corps tout seul. La maman, elle tient les mains, tout ça. Il ne découvre pas son... Et juste en dessous, la ligne en dessous, c'est marqué masturbation enfantine précoce. Ah ouais. Donc, c'est vraiment du langage de la sexualité d'adulte appliqué aux enfants, alors que les enfants, ils sont dans la sensorialité. C'est sensuel, c'est sensoriel. Voilà. On ne peut pas éduquer à la sexualité parce que les enfants ne savent pas ce que c'est la sexualité, en fait. Ils ramènent ça, vous savez, à 4-5 ans, c'est quoi ? C'est pipi-caca, c'est tout ça. C'est lié aux fonctions d'élimination. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas de la sexualité. Et plus tard, à 9 ans, en ce moment, dans les programmes, il faut que les enfants sachent ce que c'est, comment on coïte, mais aussi comment on fait une sodomisation, comment on fait une fellation, à 9 ans. Il m'est même arrivé de dire, excusez-moi, mais les homosexuels, s'ils veulent que ça... tous ne veulent pas ça, je suis bien placé pour avoir des amis qui sont de cette orientation, ils ne veulent pas ça, parce que c'est pas comme ça que vous allez recruter, expliquer à des petits garçons ce que c'est que la sodomisation, ça les dégoûte, c'est dégoûtant, etc. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que... Voilà. Mais moi, donc, l'impression que j'ai, c'est on a organisé plusieurs colloques justement sur le pouvoir politique et sur les idéologies. Et les idéologies provoquent des confusions mentales. On a l'impression que quelque part, un des instruments de l'idéologie dans laquelle on évolue aujourd'hui incite ce type de dérive. Parce que, comme ça, elle va rendre toute la population... Oui, ça provoque une aliénation. Oui, voilà. C'est comme on disait Panem et Circenses, du pain et des jeux.
eh bien, il faudrait dire panem, sexum et circenses, du pain, du sexe et des jeux, pour avoir la paix avec le peuple qui ne verra plus les injustices, qui ne verra plus la prévarication, la corruption des élites, parce que si vous laissez libre cours à des pulsions extrêmement fortes, ce qui est le cas dans ces cas-là, votre énergie est accaparée et vous n'avez plus le temps d'aller réfléchir à la manière dont le pays est gouverné. Hein. Dès lors qu'on donne du sexe au peuple, c'est ce qui a été découvert d'ailleurs par les marxistes dans les années 1920, notamment à Vienne, que pour détruire la société dite bourgeoise, il fallait du sexe à gogo, parce que les femmes devenaient des putes, et qu'à ce moment-là, elles se fichaient de toutes les injustices, de tout, elles s'en fichaient complètement. Il n'y avait plus de lien social. Un État totalitaire est très content d'avoir une population qui s'adonne à des pratiques sexuelles débridées, parce que pendant ce temps-là, les gens ne font pas la révolution. Hein. Mais alors, sous le régime national-socialiste, c'était alors, le cas, alors c'était non, très... Non, parce que le régime national-socialiste a d'abord une vision assez pudibonde, hein, mais il s'est rendu compte après de tout l'intérêt qu'il pouvait tirer d'un certain nombre de mouvements, comme les mouvements naturistes, qui étaient très implantés dans la République de Weimar, en magnifiant le corps et la performance à tout point de vue, notamment sexuelle, parce que ça permettait l'amélioration de la race aryenne. À partir du moment où des jeunes gens et des jeunes filles, dans un élan exalté, un peu à l'image des jeunesses communistes d'ailleurs, découvraient, je dirais, la force de la sexualité, eh ben, à ce moment-là, ça les incitait à adhérer à l'idéologie, et la sexualité était liée à l'idée d'une amélioration raciale. Les jeunesses hitlériennes, il y avait quand même des agressions sexuelles aussi. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait la même chose. Et juste pour relier, Kinsey était aussi proche du nazisme et d'Aleister Crowley quand même. Donc satanisme. Oui, c'est ça. C'est important. Et pour conforter ce que vous dites aussi, c'est Sun Tzu qui disait en fait qu'il fallait démoraliser tout un peuple, et c'est une arme de guerre. Ah, bien sûr. Voilà, donc là, on est là dans la corruption de mineurs et démoralisation de mineurs. Donc on est en train d'écraser complètement la population sous ces armes qui sont... Rappelez-vous les délices de Capoue. Voilà. Quand Hannibal, le général carthaginois, arrive à franchir les Alpes avec ses éléphants et à vaincre les légions romaines, hein, rappelez-vous à la bataille de Cannes, c'était effroyable. Heureusement, les Romains tendent un piège, ils arrêtent l'armée carthaginoise à Capoue. Et là, les habitants de Capoue organisent des orgies pendant des mois et des mois, parce qu'il fallait passer l'hiver, et ce qu'on appelait les délices de Capoue. En sortie de là, au bout de quelques mois, l'armée carthaginoise était déliquescente, et les légions romaines ont fait une contre-attaque, ils les ont tous massacrés, et Hannibal a dû se filer dardard avec les quelques éléphants qui lui restaient et retourner de l'autre côté des Alpes. C'était la fin de l'armée carthaginoise, les délices de Capoue. Mais ça, c'est très intéressant, cet exemple historique. Les Romains étaient très perspicaces, ils savaient qu'en se livrant à la débauche, ils allaient se décomposer totalement. Parce que c'est une arme de destruction, effectivement. Si vous êtes accaparé par des idées, par des fantasmes bizarres de type sexuel, vous n'avez plus le temps de réfléchir à la stratégie, à la guerre, à la tactique, à la manière de vous défendre. Ni le temps, ni l'intérêt. Oui, on dirait, puis tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est fini. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est une manière en fait, d'empêcher qu'on soit libre. Bien sûr. Et la vraie liberté, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est le raisonnement. Et tant qu'on nous colle sur tout ce qui est primaire, ou sensible, ce qui est un peu au-dessus, mais qu'on nous garde tout le temps à travers les médias, et puis ces nouvelles manières d'éduquer, on n'arrive pas à atteindre le palier supérieur. Parce que vous restez un rang animal. Voilà, exactement. Mais souvenez-vous, dans les années 70-80, il y avait cette ridicule expression « une femme libérée ». Mais une femme qui s'adonne à la sexualité débridée, elle est tout sauf libérée, parce qu'elle est totalement prise par des pulsions qui la dominent. Donc, elle n'est pas une femme libérée. Il y avait même une chanson stupide qui des années 80 sur une femme libérée. C'était grotesque, c'est une femme aliénée. C'est une femme aliénée parce qu'elle est sous l'empire de pulsions
qui fait qu'elle va tomber sur des hommes brutaux, vénaux, qui la plaqueront, et elle n'a plus du tout de liberté. En fait, Ouais, c'est c'est- l'inversion des valeurs Eh oui. complètement. Hein. Ouais, Donc complètement. on est au bout là. Mais c'est Ouais. sur, on en vient aussi à la pornographie, parce que maintenant, Mm. il faut apprendre la pornographie aux enfants pour les protéger de la pornographie. Oui. On Mm. en est là quand même. Oui, oui. Mais la pornographie, depuis son développement et enfin, cette puissance de lobby, eh bien, en fait, fait qu'il y a énormément de violence. Évidemment. C'est Regardez les violences etc. extra-conjugales. C'est la Mais pornographie aujourd'hui, a décuplé l'explosion toutes des ces violences. agressions. Ah oui. L'explosion des violences extra-conjugales dans la société, qui a préoccupé beaucoup d'ailleurs les juristes, c'est une conséquence directe de ce mouvement de libération des pulsions. Et il y a moyen, il y a tous les moyens pour faire en sorte que les enfants n'aient pas accès à cela. Alors, Voilà. on voit réellement, et ça, là encore, c'est en discutant avec mes confrères, chez les adolescents maintenant, des addictions à la pornographie, vraiment, mais qui foutent en l'air leurs études et tout ça. Hein. On parle clairement. Hein. En fait, c'est comme une drogue. Ah oui, c'est une C'est une addiction. drogue, ouais. C'est une addiction. Oui, Mm. c'est une addiction, comme il y a... Comme les jeux vidéo aussi. Comme les jeux vidéo, Oui, c'est c'est une pareil. addiction. Il y a les écrans, ouais, les vidéos, c'est- le sexe, ouais. Et des addictions. Alors, j'ai toujours cette réflexion, moi, entre les enfants et la pornographie en accès, on va dire presque libre, hein, eh ben, la priorité, c'est la pornographie. Ah oui, Et je trouve, réfléchissez, ouais, c'est vrai. je trouve qu'on pourrait très bien, parce que c'est pas très en faveur des femmes quand même, la Non. pornographie, le moins qu'on puisse en dire. La pornographie a introduit les violences conjugales par Voilà. définition. Ouais, ouais. On ramène la femme à un rôle purement animal. Ouais, ouais. Mais Et je finis parce que, Oui. en fait, on pourrait très bien limiter considérablement la pornographie sur les réseaux, Oui. sur les mobiles, etc. et tout. Oui, oui, tout à fait. Ben, ça se fait pas. Enfin, moi, je... Ils disent qu'ils sont débordés. Que Ouais, c'est pas ouais, facile. On enfin, arrive, non, mais on arrive priorité, à fermer des chaînes, des réseaux, ils arrivent, on arrive oui. très très bien. Ouais, hein. ouais, Je comprends pas pourquoi tout Et à un coup dernier point. ça n'est pas possible. Sur les livres, là, en ce moment, dont vous parlez, Virginie, là, qui sont en ce moment recommandés aux enfants entre 4 et 7 ans, Oui. c'est entre 4 et 7 ans, que vous trouveriez peut-être dans votre bibliothèque municipale, il y a Zizi et Zezette, par exemple. Et bien, Zizi et Zezette, avec des illustrations, ça explique aux petites filles qu'elles peuvent se masturber le soir tranquillement dans leur chambre, image à l'appui. Ce qui n'est pas quelque chose que les petites filles font spontanément. Quand il y a en tant qu'expert, moi, des tribunaux, un des éléments que j'essayais d'évaluer, c'est difficile, mais quand il y a des actes, si je peux dire, qui sont du registre de la sexualité d'adulte, c'est pas l'enfant qui l'a inventé tout seul. Et donc, il faut chercher où il y a eu une contamination. Donc, dans ce livre Zizi et Zezette, c'est une incitation des petites filles, on leur explique vraiment. On explique aussi dans ce livre qu'on peut regarder, je ne sais pas si vous voyez la violence de l'intimité, de l'intrusion dans la famille, on peut regarder par la porte de la douche quand maman... ou papa sont en train de se doucher, comment ils sont faits. Et puis alors il y a les illustrations avec les poils. Enfin c'est même pas une vulve d'enfant ou des choses comme ça qu'on montre. C'est vraiment donc je veux dire ça c'est vraiment de l'incitation. C'est une intrusion dans le domaine de l'enfance tout à fait clair. Et c'est des livres. Il y a aussi le site On s'exprime de l'éducation nationale qui... on a fait une lettre d'alerte sur ce sujet, oui. Et c'est la problématique du consentement. Hein. Parce que là, quand je parle de changement de mœurs, c'est que quand vous apprenez dès la maternelle la sexualité à tout le monde, après, comment font les experts pour repérer les enfants véritablement transgressés? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et donc, les juges, qu'est-ce qu'ils finiront par dire parce qu'ils suivent le changement de mœurs? Écoutez, vous avez appris dès la maternelle ce que c'est, donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé? Et on va se retrouver dans cette dérive. Là, sur l'aspect prévention des agressions sexuelles, leur programme va être efficace à 100%. Parce que nous, on ne pourra plus, les experts, savoir si un enfant a été agressé par un adulte ou par un copain plus âgé. Voilà.
Juste une anecdote sur la pornographie. Il y a 25 ans, j'avais un assistant qui était informaticien, qui était très doué, et puis il faisait plein de choses, et notamment il développait un site très peu de vues. À l'époque, il avait très peu de vues. Et puis il me regarde un jour, il me dit « Oh là là, mais en fait, je devrais faire un site porno parce que Ça là... marche pas beaucoup mieux. Voilà, évident. ça Parce aurait que plus c'est de- des milliards. Ah bah oui, C'est c'est comme la exact. C'est drogue. des milliards. Des- C'est pour ça qu'on n'arrête pas ça. C'est une drogue. milliards. C'est et, tout. Et des Oui. enfants, alors, dans notre pays, peut-être, probablement, dans les pays plus pauvres, assurément, Ouais. il y a des enfants qui servent à des choses de vidéo allant jusqu'à des horreurs. Hein. Ah, mais il y a un film formidable qui est diffusé sur la chaîne Sage Plus. Je fais un peu de pub pour eux parce que je trouve que c'est une chaîne de films chrétiens vraiment exceptionnelle avec plein de films intéressants. Si j'avais su à l'époque, mais je connaissais pas cette chaîne, donc sinon j'avais abonné la famille à Netflix, mais j'aurais abonné à Sage Plus. Et ce film-là de cet Américain, ce policier américain qui aide à lutter contre la pédosexualité, justement en arrêtant des réseaux de pédosexuels. Vous avez entendu Freedom, je crois, ça s'appelle Oui. Oui. Sound of Freedom, le son de la liberté. Et C'est à prendre avec des pincettes. Oui. Ça a c'est son côté positif, mais il faut voir aussi les financements derrière, parce que ce sont les réseaux pédocriminels derrière Ah bon aussi. L'amour Il faut aller vérifier. Je ne veux D'accord. pas. Je ne veux pas. Ok. Bon. Il y a quand même des choses qui sont pas très nettes au niveau des financements, hein, précisément. Donc, il faudrait c'est- regarder. Maintenant, Mais alors, est-ce que la France est plus touchée que les autres pays? Quelle est la réaction dans les autres pays? Comme je sais pas, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Est-ce que c'est européen? Est-ce que c'est occidental, aux États-Unis, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des réactions qui ont amené les États à changer complètement d'orientation à certains... sur la transition de genre, ils sont en Ah bah, train aux de mettre en États-Unis, en ce place moment, des oui. chartes En ce moment, contre, oui. en fait. Ah oui, en ce moment, là, il y a une complètement. offensive très, très importante. Oui. Ça, c'est à cause de Trump, ça. Mais dans les ou autres... par grâce exemple- à lui. Ou grâce à lui. Enfin, Oui. oui, à cause d'eux, non. Enfin, c'est pas... Bon, il y en Et lui avait qui était- avant lui Mais aussi. par exemple, en ouais. Espagne, Mm. en Italie, est-ce que c'est comme en France? En Suède, alors là, dans les pays scandinaves, vous avez dit que c'était beaucoup plus avancé encore, mais en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, est-ce que c'est les mêmes scandales, les mêmes pratiques? Moi, ce Il que faudrait j'ai vu voir, ça. passer, Oui, en on a tout en cas, Belgique, oui. c'est En Belgique, une, oui, peut-être, oui. oui. En Une Belgique. lettre de l'Académie de médecine, là, il y a quelques temps, quelques années même, qui a alerté sur l'épidémie, ce qui est comme ça, hein, qu'ils expliquaient, de transgenre. En disant arrêtez. J'ai même chercher un endocrinologue, j'ai vu sur Internet, sur le site de l'endocrinologue, il y avait marqué « Nous ne prenons plus de personnes Ça, qui cherchent à changer de genre. à changer de genre. hein. Oui, Donc- mais on ne fait rien contre les médias, les réseaux sociaux Non. qui en font la propagande et qui font que les enfants, quand ils sont mal dans leur peau, comme tout ado Comme tous les quasiment, eh bien, au lieu de trouver, d'aller rechercher quelqu'un pour l'aider psychologiquement, etc., il va se dire, tiens, je suis particulier, je vais Oui, aller c'est dans ça. ces groupes, et Ah puis oui, ils n'en oui, tout sortent à fait. pas. Et Oui. s'ils essayent d'en sortir, ils sont vraiment vilipendés. Quoi. C'est vraiment, c'est très C'est comme une difficile. secte. Oui, C'est oui, un peu oui, comme une oui, secte. oui. Et il y en a de plus en ouais. plus, mais ça, c'est pas un phénomène comme ça qui vient de nulle part. Oui, ça fait des années aussi Bah qu'il y a oui. de l'incitation. Mais Moi, je me oui, souviens avoir discuté avec une jeune femme qui était en fac de médecine en internat Oui. à Créteil Hmm. et qui disait qu'elle faisait des opérations. Elle travaillait dans un service où il faisait des opérations de changement de sexe et que c'était remboursé par la sécurité Ça, c'est sociale, mais c'était il y a oui. 20 ans. Ouais. Et qu'il faisait que ça. Alors on se disait, bon, mais il y a quand même d'autres pathologies. On nous dit qu'on ne peut pas soigner certaines Oui, c'est vrai. maladies. Oui, On n'est pas ça, il y a remboursé certaines pour maladies, des les choses dents, utiles. beaucoup de gens Oui. qui ne se font pas remplacer les Oui. dents Mm, ou oui, s'acheter une paire de lunettes, mais là, pour Non, quelque c'est chose total. qui est de toute façon de l'ordre de l'image, comme le disait le docteur Bruno, parce que le genre était inscrit dans chaque cellule de notre Oui, donc ça, corps on et va que c'est rien quand changer même du une tout. illusion. On est quand même dans une illusion totale. On est en train de rembourser ces choses qui sont de coûtent l'ordre de extrêmement- l'atteinte à l'intégrité et qui sont physique. Et extrêmement vraiment, chères. c'est Et qui extrêmement sont grave. une impasse sur le plan de la vie affective.
C'est-à-dire que c'est comme si on vous dit, quand vous avez une pathologie, on va vous donner quelque chose qui va soulager votre douleur, Oui, c'est un traitement. mais pas de traitement de fond. C'est à peu près ça. Vous avez une jambe cassée, on va vous faire un antalgique. Oui, c'est ça, oui. On ne va pas agir sur les causes. Parce En que tout les cas, causes, on chercher les nie. Voilà. On va pas faire une activité de soin. Oui. C'est pas une activité de soin. Une activité de soin, c'est de savoir réellement de quoi souffre la personne et d'essayer de soulager la souffrance immédiate. Ça, c'est possible en faisant un soutien, c'est-à-dire non pas de négliger la souffrance de l'enfant ou de l'adolescent, c'est-à-dire de le recevoir, d'avoir vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est l'intervention du soignant, ça. C'est déjà quelque chose. Oui, et puis ensuite, de comprendre comment ça se situe à lui dans son développement, dans sa personnalité. Et voilà. Et ce n'est pas, la théorie du genre, en fait, ce n'est pas scientifique du tout. Absolument. Et on voit aussi, si on va rechercher encore une fois à la racine, avec John Monnet, tout ça, on voit très bien que ce sont en plus des expériences ratées, avec des gens qui finissent par se suicider, et que tout ça, eh bien, ça se retrouve à l'école et c'est enseigné. Oui, c'est Comment est-ce que c'est possible ? Mais lorsqu'on enseigne aux enfants la théorie du genre, pourtant les enfants sont pragmatiques, ils voient bien qu'il y a des animaux avec des mâles et des femelles. C'est une règle universelle, là. La division sexuelle, elle est même le signe de développement de la vie. Plus la vie se développe, plus la différence sexuelle s'accentue. Donc les enfants, ils le voient bien. C'est en contradiction avec le réel. Oui, mais ils n'ont pas encore de sexualité. Oui, donc ils comprennent pas ce que ça veut dire. Non, ils comprennent pas ce que c'est la sexualité. Ils peuvent pas. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que la marche tant que vous n'avez pas marché. Oui, évidemment, oui. Okay. Oui, mais enfin, arriver à 15, 16, 17 ans, 15, 16, 17 là, ils voient bien que c'est en contradiction avec la nature. Oui, mais là, ils sont dans la toute-puissance. Oui. Ils sont dans des moments... L'adolescence, c'est pas dans la nuance, en général. Pas. Ils sont dans la toute-puissance, d'autant plus qu'on n'a pas cherché à les confronter au principe de réalité plus jeunes. Confronter au principe de réalité, ça ne veut pas dire les cogner dans le mur. Non, bien sûr. Ça veut dire qu'au contraire, il y a des réalités. Et les réalités, elles arrivent dès qu'on a 4-5 ans. Si on masque toute la confrontation de la réalité à 4-5 ans, ça va peut-être bien se passer. En général, ça fait quand même des enfants un peu tyrans. Mais de toute façon, plus tard, il y a un moment où il va être confronté à la réalité. Oui, c'est ça. Et vous parlez des agressions sexuelles. S'il a l'habitude que tout vient facilement et même qu'on devance son désir, mais laissez les enfants désirer un peu quelque chose, là on devance les désirs, un jour il va voir quelqu'un avec qui il avait une femme ou avec quelqu'un il va avoir une relation sexuelle et puis elle n'est pas d'accord. Et là, ça devient compliqué. C'est la violence. Et c'est la violence, et en particulier s'il y a en plus de la cocaïne derrière, etc. Parce que c'est très bien de faire la prévention des agressions sexuelles, mais il y a aussi un problème de toxicomanie assez grave chez nos jeunes. Et c'est sans compter aussi les agressions qu'on constate après les cours d'éducation. Ah bon, ça on a remarqué? Oui. Il y a eu des alertes qui ont été envoyées. Madame Lafargue l'a envoyé, psychologue pour enfants, a envoyé une lettre d'alerte au ministère de l'Éducation. Donc après les cours d'éducation sexuelle, il y a une reconnaissance. Voilà, les 12 enfants, mars 2023, elle avait écrit pour dire attention, on constate des agressions entre enfants. Après ces cours. Parce que bien sûr, ils veulent essayer. On leur présente quelque chose. Alors, on va avec un bâton. Ah oui, on voit ce qu'on teste. Oui, c'est le développement. Et c'est quand même incroyable. Il n'y a rien qui est fait. C'est le développement des enfants, la curiosité et l'imitation. La curiosité, suggestibilité, imitation. Et c'est là qu'on voit... En soi-même, c'est pas mauvais. Ça dépend ce qu'on met, donc le contenu qu'on y met. Et donc, on renie ce qu'est vraiment en substance ce qu'est l'enfant. En fait, et donc on viole le principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, et sa conscience. Donc ça renie. Déjà, c'est complètement illégal, tant du point de vue des normes internationales que par rapport au code civil qui protège déjà le corps est sacré, mais aussi l'autorité parentale qui a des droits, des devoirs, les parents ayant des droits et des devoirs. Et le code pénal aussi. Donc en fait, on en est là à... Pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration, en fait. Mais tous les promoteurs de tout ça, est-ce que ce sont des gens qui y croient, qui sont des sectaires fanatisés, comme les activistes dont vous parliez tout à l'heure,
ou est-ce que ce sont des cyniques qui font ça parce que c'est bien vu, parce que ça permet d'entrer dans des cercles de pouvoir, parce qu'il y en a aussi, je pense, comme ça. Il y a probablement des deux. Oui, c'est ça. Et même des trois, comme le dit Bérénice, c'est-à-dire qu'il y a des gens de bonne foi. Oui. Oui, il y a des gens de bonne foi, ils disent finalement, c'est pas mal. Ouais. Moi, on m'a rien expliqué, Ouais, j'étais ouais. un peu Naïve. voilà, Ouais. peut-être que ça peut aider, mais en fait, et ça, c'est juste l'enveloppe du. Oui. D'ailleurs, c'est une grande majorité de gens qui acceptent ce que l'autorité, finalement, en tout cas ce qu'ils considèrent comme étant l'autorité, parce que pour moi, c'est plutôt... Alors, c'est peut-être ça qu'il faut expliquer, quelle est l'autorité de l'éducation nationale. Pour moi, elle n'en a pas, puisqu'en fait, bien sûr qu'il y a la santé scolaire, mais en fait, on est quand même à un point où on demande aux parents de venir rechercher les enfants dès qu'ils ont un peu de fièvre, parce qu'on ne peut pas donner un Doliprane. Oui. Mais en revanche, on Oui, peut c'est ça. entrer dans l'intimité, faire un cours collectif en demandant ce qui se passe pour les règles chez les jeunes filles et qu'elles doivent répondre devant tout le monde. Et puis tout, les garçons. et voilà. Et ça ne pose pas de problème. Donc, si c'est une question de santé, eh bien, une question de santé, il y a secret médical. Oui. Et on va voir un médecin Oui. ou un psychologue, voilà, ou les spécialistes. Et si c'est une question d'intimité, et ben, l'école n'a pas non plus à s'immiscer. Donc en fait, ça n'est pas de la compétence de l'école. Et d'ailleurs, encore une fois, la loi Aubry 2001 disait bien que ce n'était pas aux enseignants de faire ces cours et que donc ça devait forcément être des spécialistes. Je mets à part le planning familial qui était cité parce que ça c'est vraiment de l'idéologie. Mais qu'est-ce qu'il est facile de faire ? Eh bien, c'est de développer le corps de la médecine scolaire et puis de mettre des pédiatres, des psychologues pour enfants spécialisés qui recevront les enfants qui le demandent. Régulièrement. Voilà. Et puis, c'est pas compliqué, ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que ce serait maintenant en cours collectif ? Si ce n'est pour les pervertir il y a en quelque masse. chose d'épouvantable. Le fait que ce soit des cours collectifs. Pour compléter, mettre le point sur le i de ce que vient de dire Virginie, en tant que pédiatre, je n'ai jamais vu un enfant déclarer en public qu'il est maltraité. Jamais. Et des fois, très souvent, les enfants maltraités protègent leurs parents. Ah oui. Ils protègent leurs parents, ils protègent l'agresseur. Mais ils ont conscience déjà qu'ils sont maltraités ou pas ? Parce que pour eux, est-ce que c'est une maltraitance ? Des hématomes. Etc., des hématomes, que vous avez pris des machins, ils sentent bien que ça ne va pas. Mais ce n'est pas toujours évident. Les enfants protègent souvent parce qu'ils ont tellement peur d'être séparés. Madame Martine Bouillon, la juge qui avait écrit un livre sur le sujet des enfants, peur d'être séparés de leurs parents. D'être séparés de leurs parents, ce dont on les menace d'ailleurs. Et puis nous-mêmes, des fois, on est un peu embêtés parce que par rapport à ce qu'expliquait Virginie. Mais je veux dire, j'ai jamais vu des enfants, y compris des petits, des grands, etc., venir dire en public dans une classe. Oui. Alors, qui soit alerté que ça existe, bien sûr, mais qu'à ce moment-là, ça soit avec ce qu'on appelle un background, pour faire américain, etc. C'est un parachute, moi j'appelle. C'est qu'il y ait quelqu'un de compétent dans le domaine qui puisse récupérer les choses. Et quand j'ai fait, moi, des groupes comme ça d'adolescents qui avaient besoin, c'était 5-6, c'était volontaire, etc. et tout, et il y avait toujours quelqu'un derrière pour, s'il y avait quelque chose dont on avait parlé et que moi, je ne m'étais pas aperçu, ni la psychologue qui était avec moi, mais ils avaient toujours quelqu'un pour pouvoir en parler. Et une des personnes, d'ailleurs, qui doit être importante dans cette histoire-là, c'est le milieu familial et c'est la maman. Je veux dire, pour pouvoir repérer rapidement un enfant qui est sujet à une agression sexuelle, etc., c'est pas dans la classe, c'est la qualité du dialogue dans la famille. La qualité, et pour ça, il ne faut pas que ça soit toujours à la va-vite, pressé, etc., et tout, etc. C'est la qualité du dialogue où un enfant puisse... Parce que souvent, ils ne savent pas quoi au début, ils se demandent ce qui se passe, et qu'ils puissent parler en sachant, mais il y a quelqu'un, un monsieur ou papa qui fait ceci, ou le grand-père, ou l'oncle, etc. Ou dans les clubs de sport, parce qu'on parle beaucoup de la famille, mais c'est là que l'enfant passe le plus de temps. Bien sûr. Donc, c'est évident que statistiquement, il a plus de chances. Mais si on fait la statistique par temps passé,
il y a des endroits où le risque d'être agressé sexuellement est au moins aussi important que dans les familles. Vous avez compris, là. Ah oui, les Parce clubs que, de sport. les clubs de sport, toutes les institutions pour enfants, tous les groupes pour enfants, parce que les pédophiles, les pédosexuels, les colonies de vacances viennent plutôt là-dedans. Là où il y a des enfants. Ils vont moins dans les asiles d'aliénés, Voilà, c'est ça, ils sont moins dans les EHPAD. Voilà. C'est ce que disait Madame le juge Martine Bouillon. Elle disait que, en général, on dit comment pédosexuels, donc c'est ça. Oui. En fait, ils travaillent bien souvent autour des enfants. C'est ça. Ils choisissent leur profession ou leur activité de manière vraiment à être le plus proche de leurs victimes potentielles. De leur proie. Voilà. C'est pas du tout une mise en cause de toutes ces institutions, des colonies de vacances, etc. Et tout, hein. Je crois qu'il faut être clair, c'est très utile. Alors, les colonies de vacances, ça se fait presque plus, hein, j'ai bien compris. Oui, ça se fait plus. Moi, je me Mais les souviens groupes de sport, tout ça, c'est très important pour les enfants. Je veux dire, c'est ça qui leur permet de sortir du milieu familial et de refaire pendant l'enfance, etc. Donc, il n'est pas question de mettre en cause ça. Mais de vouloir culpabiliser, à dire que c'est uniquement dans la famille que c'est une histoire, non. Il faut que les enfants soient, et les parents soient au courant, et puis que ça soit une prévention large. Pourquoi faire de la prévention ? Il n'y a pas que les agressions sexuelles, hein. Il y a les accidents de piscine, il y a les accidents de la voie publique, tout ça. Il y a la toxicomanie. La drogue. Il faut qu'on puisse, à chaque fois, sans les angoisser d'une manière terrible, mais que les enfants sachent que tous les adultes ne sont pas bienveillants avec les enfants. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est ça, le problème, c'est effectivement... Et que ceux qui sont le plus à même de les protéger, c'est quand même leurs parents. Après, ça dépend des parents. Bien sûr, mais en particulier la maman. Mais en tout cas, je pense à une amie qui me racontait qu'elle avait été abusée par son grand-père et que sa mère avait été aussi abusée, que toutes ses cousines avaient été abusées et que lorsqu'elle l'a dénoncé, alors elle a eu toute la famille contre elle. C'est exactement ce qui se passe. Et voilà, donc parfois dans la famille, c'est justement l'inverse, c'est eux qui finalement éduquent... Non, mais quand je dis les familles, je vois très bien ce que vous dites, en particulier quand ça passe dans les journaux, etc., on fait des fractures de famille. Ah oui, il paraît que c'est terrible. C'est terrible. Il y en a qui... Et ce qui est éloigné, bien souvent, j'ai vu ça, moi, concrètement, après les procès, les patins d'assises, ce qui est éloigné de la famille, c'est pas l'agresseur, s'il a été condamné, etc. Et tout. C'est celui qui a dénoncé. C'est celui qui a dénoncé, ou la gamine, qui est rejeté. Qui est rejeté. Et qui doit prendre l'inversion totale, encore une fois. C'est très incroyable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus. Non, bien sûr. Mais je veux dire, quand on dit que c'est l'éléphant dans le magasin de la porcelaine. Jeter l'opprobre sur la famille, on ne peut pas, parce que c'est vraiment les parents en général qui sont les plus à même, parce qu'affectivement, et de protéger leurs enfants. Et au contraire, il faut les responsabiliser en toute matière, parce qu'ils ont des devoirs envers leurs enfants. Mais si l'État était bienveillant, on pourrait lui laisser un peu lui déléguer quelque chose, mais c'est pas le cas. L'État, c'est un peu un monstre froid, matérialiste, idéologue. C'est de la maltraitance, qu'on le voit, que ce soit sur les placements d'enfants ou que ce soit sur ces cours de sexualité. Je suis désolée, mais là, on n'est pas du tout en train de faire le bien pour Mais alors, vous-même, vous la avez des population. enfants qui sont soumis à ce genre de cours, vous-même Non, moi, que ce soit pour la crise sanitaire, j'avais tout de suite fait une annexe à la fiche d'infirmerie pour dire pas de test, pas de inoculation quelconque et pas de confinement, on les récupère. Et pour ces cours, j'ai dit pas de cours non plus. Mais alors, je fais dès le début d'année, je fais systématiquement une fiche pour prévenir que s'il y a ce type de cours, mais alors ils ne prétendent pas faire pression sur vous, brandir des menaces de sanctions? Pour l'instant, non. Ils sont dans le privé ou dans le public? Non, ils sont dans le public. Et donc vous avez pu arrêter. Mais il suffit de faire ça alors. C'est une des voies. Je pense que de toute façon, là, c'est l'autorité parentale. Ce sont les parents qui choisissent quand même l'éducation de leurs enfants. Et donc, ils doivent affirmer
qu'ils ne consentent pas Ah à oui, ces mesures dès le début de l'année. oui, c'est ça. Voilà. tout simplement. Après, il y a aussi, On comme coupe je le dis, mal à la des racine. lettres spécifiques en recommandé pour indiquer qu'on demande une dispense. Et ça, les parents en colère ont mis Ah, à ça, c'est très bien, oui. disposition des modèles de lettres et ils aident beaucoup de parents. Voilà, pour indiquer au chef d'établissement qu'ils ne souhaitent pas que leurs enfants assistent à ce type de cours ou aussi des spectacles. Hein, parce qu'on Oui, il y a aussi des les drag choses, queens qui interviennent. la eh bien, maternelle. ce serait un autre sujet, mais c'est Mais on aussi a une vu ça. question de dignité humaine. Oui, oui, oui. Et on a les juristes, la jurisprudence commune de Morsan-sur-Orge de 1995. La dignité humaine, c'est contre la liberté individuelle même de chaque personne. Tout à fait. C'est vraiment, on doit respecter la dignité humaine pour soi, pour les autres, et on doit obliger les gens à se respecter. Donc on ne peut pas faire voir n'importe quel spectacle à des enfants, parce que c'est leur apprendre à perdre leur dignité. Exact. Tout simplement. Alors là, Il on reste arrive- 15 secondes. 15. Peut-être Oui. vous pouvez nous donner l'adresse du site de l'association dont vous vous occupez. C'est honest-alternative.org et voilà. Honest avec un O, hein. Oui. O-N-E-S-T, Voilà, bah, c'est bon, c'est parfait. Nous sommes arrivés au terme. alternative.org. Voilà. Merci. Merci beaucoup.